Comment peux-tu imaginer une société sans école? Mais avant de comprendre ou de parler de la société sans école, qui était la société de toutes les époques historiques, et qui est la société dans laquelle vivent encore les 3/4 de l'humanité qui ne vont pas à l'école ou sont exclus par l'école après 1 an ou 2 ans, et dans ce sens, ils sont dans une condition pire, parce qu'à l'école, ils ont appris seulement qu'ils sont inférieurs à ceux qui sont avancés dans l'école. Il faut comprendre le mal que l'école fait. Maintenant, dans ce but, il faut distinguer clairement entre ce que l'élève ou son instituteur personnellement font dans certaines circonstances et ce que l'école structurellement, inévitablement fait. Quelquefois, un élève apprend quelque chose d'un instituteur. Et chacun de nous se rappelle que quelquefois, pendant sa jeunesse, il a eu une journée, 1 heure, très illuminante avec un maître. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce qu'un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. L'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution établie par cette institution et par des experts qui savent comment produire cette marchandise. L'école inévitablement introjecte le capitalisme, la capitalisation du savoir, parce que c'est le capitaliste en savoir qui peut démontrer avec des certificats ce qu'il a accumulé intérieurement, auquel la société reconnaît une valeur sociale supérieure à celui qui a des certificats d'action de niveau inférieur. L'école, dès le moment qu'elle est devenue obligatoire, et comme je t'ai dit, dans la majorité des pays, elle est obligatoire, mais insuffisante pour la grande majorité, même sur ce niveau obligatoire. Dans le monde entier, l'école a été établie comme l'organe reproductif de la société. La Russie se reproduit moyennant la même institution qu'utilisent les États-Unis. L'assistance, pendant 1000 heures par année, dans des groupements d'âge spécifiques, d'une trentaine d'enfants autour d'un professeur, pour des années successives, pour accumuler intérieurement le savoir. L'école est à la racine d'une spiritualisation du capitalisme. Et il n'y a pas de possibilité d'alternative au capitalisme tant qu'on continue de capitaliser les gens en savoir pour une réalité qui devient toujours plus complexe pour pouvoir justifier la nécessité de cette capitalisation. En France, où l'école publique a été liée à toute la lutte pour le progrès, quand tu parles de déscolariser, les gens se disent mais il veut nous faire retourner à l'époque du Moyen-Âge. Je le sais. Mais c'est tellement difficile de parler du capitalisme des biens non tangibles. Et les gens souvent ne comprennent pas qu'à travers l'école, et particulièrement l'école obligatoire, on a transformé la croissance, l'apprendre, l'épanouissement en résultat de la consommation d'un produit d'une grande institution de type international, l'école. On a traduit croissance personnelle en éducation qui est égale à scolarité. Et ça devrait être logique que, une fois qu'on fait cette traduction et la rendre obligatoire, l'éducation, le savoir même, devient une marchandise, même si elle est produite, comme dans la majorité des pays d'aujourd'hui, sous contrôle d'État, par un ministère
l'éducation, ou mieux encore, le savoir, devient rare dès le moment qu'il devient une marchandise. Une fois que je traduis éducation ou savoir en scolarité, automatiquement, il y aura certains qui, pour certaines raisons, seront sélectionnés pour en avoir beaucoup plus que les autres et qui justifieront leur privilège économique, social, politique, par le fait qu'ils ont accumulé spirituellement une marchandise non tangible qui s'appelle le savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un monde technologique dans lequel on n'a pas besoin de spécialistes est un monde dans lequel certaines dimensions de la technologie, possibles à travers la technologie, sont radicalement limitées au bien du peuple. Tout le monde au Pérou saurait comment réparer son âne mécanique. Si c'était un âne mécanique, et personne, même Monsieur le Président ou l'ambulance, ne pourrait pas venir à une vélocité supérieure à 15 km. Tout le monde au Pérou ou au Mexique pourrait apprendre comment faire les analyses de sang nécessaires pour identifier le 90% des maladies desquelles aujourd'hui les jeunes meurent dans une question de 2 semaines et d'administrer les médecines correspondantes. Mais pour ça, il faudrait éliminer la possibilité d'avoir, dans un petit pays comme l'Honduras, 2 bombes cobalt en compétition l'une avec l'autre, qui sert uniquement à ceux qui sont déjà devenus des capitalistes du savoir. Ça veut dire ceux qui ont accumulé, introjectant une éducation qui est disponible sur un marché, ça ne fait aucune différence si c'est un marché de type occidental ou oriental, comme marchandise. Et la question qui me préoccupe et que je te pose, cet optimum social, économique, qui le définit et qui en fera une politique? Écoute, je parle d'un maximum, pas d'un relationné probablement à un optimum. Et je dis que dans un monde dans lequel toute dimension devient possible scientifiquement, toute vélocité devient possible, toute prolongation de vie devient possible. Celui qui dirigeait le programme des fusées aux États-Unis maintenant, le mois dernier, a laissé son travail pour se dédier à la production de l'immortalité. Mais tout devient possible à certains. Tant que la grande majorité est prête de faire les esclaves pour envoyer un homme à la Lune, dans un tel monde, c'est inévitable que la politique s'oriente à créer un toit, un profil de ce que nous considérons, dans certaines dimensions, suffisant pour nous tous. Mais l'espoir, justement, il faut le réintégrer à nous, n'est-ce pas, nous, dans notre vie, à nous, c'est-à-dire sous une forme de communauté ou, comme tu dis, de convivialité. Exactement. Hein, c'est-à-dire une manière de vivre ensemble qui ne soit plus de nous projeter vers les choses. Exactement. Il faut se rendre compte que la productivité des institutions arrive à un certain point où elle commence à étouffer et rendre impossible notre disponibilité à la convivialité. On arrive à un certain point où toute une culture peut être tellement orientée vers la réalisation de la vie humaine à travers la consommation de biens et de services qu'on devient incapable, comme membre typique de cette culture, de dépendre de la surprise que l'autre, même s'il n'est pas un professionnel, même s'il n'est pas membre d'une institution, même s'il n'a pas appris quelque chose de spécial, peut me soigner. Je peux apprendre de lui. Il faut opposer l'espérance récupérée à l'espoir dans le sens de l'anglais expectation, rising expectation. Il faut de nouveau apprendre à opposer la disponibilité à la surprise par toi
à l'expectative, à l'espoir qu'une institution me donnera le produit que j'ai appris à planifier et à déterminer dès l'avance. Je crois que cette récupération de la capacité de dépendre l'un de l'autre, même dans les sociétés technologiques, qui sont les sociétés les plus malades, dans l'Occident et dans l'Orient, est la grande tâche de ce moment-ci. Normalement, on voit le problème de l'avenir aujourd'hui, quand on discute, comme nous avons discuté ces jours ici, comme un effort de rendre les institutions plus productives, de protection contre les maux que Pandora a laissé échapper, et de distribuer mieux le résultat, le produit de ces institutions. Je crois que la vraie tâche, c'est une inversion des institutions. Oui. Tu sais bien ce qu'on dit de ces idées-là. On dit que c'est de l'utopie. Je ne sais pas à quoi opposer l'utopie. Mais vraiment, on l'oppose, comme tous les managers d'hommes, au réalisme, ce qu'eux l'appellent le réalisme. Je parle de simplification, je parle d'inversion institutionnelle et je parle de déprofessionnalisation. Et tous les trois me semblent des exigences inévitables si nous voulons survivre, et pour cette raison-là, dans mon sens réaliste. Je parle de simplification, et très souvent les gens disent « Ah, c'est un autre de ces songeurs dans la grande tradition du retour à la nature, primitive. » Je n'ai rien contre l'identification avec les conservateurs néologiques. Je n'ai rien contre l'idée qu'on m'appelle un conservateur néolithique. Mais c'est une désignation. Je parle de la nécessité de la simplification de la vie si nous voulons avoir une terre qui est bonne. Parce que ceux qui parlent contre la simplification pour le progrès continuel, progressus populorum, dans le latin médiéval, ça veut dire les peuples qui deviennent fous, disent qu'on ne sait jamais ce qui est bon et bien, parce que le bon est toujours le plus. Je parle de l'inversion des institutions. Au lieu des institutions que nous avons, qui sont des éventails, des emboutoirs, des entonnoirs, pour donner le savoir à l'enfant, je demande des institutions qui mettent à la disposition de celui qui veut apprendre un monde assez simple pour pouvoir apprendre de la vie, plutôt que d'apprendre sur la vie. Je crois, en marchant à travers toute l'Amérique latine, de Caracas jusqu'à Santiago, pendant des mois et des mois, j'ai eu tellement d'occasions de vivre dans des petits villages que les gens savent comment vivre sainement, plutôt que avoir besoin de médecins qui leur produisent des services de santé pour vivre sur le navire spatial Terre, comme les écologistes, mécanicistes s'expriment avec tel plaisir. Et finalement, je crois dans la déprofessionnalisation. Je le vois, on a su déprofessionnaliser l'écrire et le lire. Pourquoi pas déprofessionnaliser, comme font les Chinois, presque toute la médecine? Nous savons que dans les accidents, la majorité des gens meurent parce que celui qui est près d'eux, dans ce moment-là, ne sait pas quoi faire. Ça veut dire, je parle de la repersonnalisation des valeurs, des échanges, des services sur un niveau de compétence qui n'aurait pas pu être songé avant la technique moderne. Je crois que la condition principale pour pouvoir rendre politiquement faisable ce dont je discute sont des accords majoritaires sur certaines dimensions bases dans lesquelles nous disons telle vitesse est suffisante, tel outillage pour la santé est suffisante. Et même si tu veux l'avoir, au moins socialement, on ne produit pas
plus pour toi que ce qui a été décidé comme assez bon pour tout le monde par accord communautaire. Dans le moment présent, et depuis la Révolution française, de plus en plus, on définit comme but d'une démocratie de définir en commun le minimum que tout le monde doit avoir. Je propose une inversion de ce concept, de faire but principal d'une politique saine la recherche du maximum sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord que c'est suffisant pour chacun. Et je parie pour la déprofessionnalisation et la repersonnalisation des valeurs. Je ne parle pas contre la compétence, mais pour chacun de nous qui vit dans un monde simple, on sait que de la boue, les gens savent faire des choses d'une beauté, une complexité imaginaire extraordinaire. Laisse-moi te citer un poème que j'ai lu juste dans l'avion en venant à Paris pour cette occasion. C'est un poème néolithique, aztèque, écrit par un Espagnol, en lettres espagnoles, mais dans le nahuatl. Ce poème dit: « Pour un tout petit temps seulement, nous sommes prêtés l'un à l'autre. Parce que c'est adressé à un Dieu, nous vivons parce que tout nous dessine. Nous avons de la couleur parce que tout tu nous peins. Et nous respirons parce que tu nous chantes. Mais seulement pour un tout petit temps, nous sommes prêtés l'un à l'autre. » Et ça continue. Parce que nous nous effaçons comme le dessin, même quand il est fait dans l'obsidian. Nous perdons notre couleur comme même le quetzalcoatl, le beau oiseau vert, perd sa couleur. Et nous perdons notre son et notre respire comme même le chant de l'eau. Pour un tout petit temps, nous sommes prêtés l'un à l'autre. Tu vois, toute la problématique aussi de l'extension de la culture occidentale vers les Amériques, quand on cherche d'identifier à travers le symbole, ou moyennant le symbole de la Vierge Marie, la Géa hellénisée, avec la Tonantzin néolithique des Aztèques. Oh, il faudrait parler beaucoup sur ça. Tu nous as parlé de ces déesses qui nous entourent. Oui. Et au cours de notre conversation, tu n'as pas mentionné le nom du Christ. Est-ce que c'est exprès? Tu vois, je n'aime pas parler dans une manière superficielle de mes amis. Et quand on va un pas en avant, je crois que le nom de Dieu, normalement, dans ce moment-ci, on l'utilise en vain, pour justifier, en vain, pour justifier quelque chose. J'espérerais donner de faire savoir que je l'aime sans en parler. C'est presque impossible aujourd'hui de le faire sans tomber dans des ambiguïtés très méchantes, très très méchantes. L'Église fait beaucoup de choses, peut faire beaucoup de choses dans l'Amérique latine où. Mais oui, elle est encore une. Elle est en train de institution. Non. Mais elle est encore une institution qui a du pouvoir. Et pour cette raison-là, elle pourrait utiliser ce pouvoir du côté, par exemple, de ceux qui s'identifient aujourd'hui comme la gauche. Et même la gauche assez radicale. Et certains le font. Mais inévitablement, alors, elle se compromettrait de nouveau avec un nouveau pouvoir qui, dans ce moment-ci, recherche simplement d'augmenter la production, le GMP, au nom de tous. Je crois qu'il faut plutôt chercher dans le message évangélique l'inspiration, le courage, le sens d'humour, le sens de relativité des choses
la peur de Dieu. Je t'explique ce que je veux dire, ce que nous avons juste maintenant discuté. Sur la nécessité de fonder la survie du monde sur une nouvelle politique qui cherche des accords majoritaires sur ce qui est assez bon, assez vite, assez de vie. Je parle de la pauvreté d'esprit, dans le sens le plus profond, parce que ce serait des pauvres que sera cette terre, nous dit l'Évangile. Il y a une étrange convergence entre la béatitude de la pauvreté, si on la comprend dans ces termes politiques desquels nous discutons ici, et ce que la raison nous fait voir comme inévitable pour ce qu'on survive dans un monde dans lequel l'homme est devenu presque tout-puissant. Et un grand théologien du XVIe, XVIIe, commentant sur la somme de saint Thomas, sur la relation entre les béatitudes et les dons du Saint-Esprit, fait voir comment saint Thomas appelle la crainte en français, de Dieu, comme la base de la béatitude de la pauvreté. Parce que la crainte qui n'est pas servile, parce que j'ai peur de toi, parce que tu pourrais me battre, mais la crainte qui est amicale. Je ne veux que rien entre toi et moi. La peur des choses qui pourraient m'empêcher d'être en contact avec toi est vraiment la base de cette pauvreté. Maintenant, tu peux dire que c'est de l'utopie. Je t'ai dit non. Mais que ce soit une croyance dans l'essentielle bonté de l'homme, même s'il est gravement blessé.